Bien, bienvenue à cette cinquième séance du webinaire consacré à la soft law, recommandations, engagement en faveur d'une IA éthique. Donc nous avons aujourd'hui la chance et l'honneur d'avoir comme intervenant dans un premier temps Raja Shatila, donc à qui je vais donner la parole dans un instant. Donc, Raja Shatila va nous parler de robustesse technique, de transparence et de certification, ingrédients nécessaires pour la gouvernance de l'intelligence artificielle. Donc, Raja parlera pendant 45 minutes maximum. Ensuite, on aura un petit temps de débat. Et dans un deuxième temps, c'est moi qui interviendrai donc sur les résultats d'une analyse statistique lexicale sur un certain nombre de documents concernant, enfin, venant de l'industrie et des institutions autour de la fermesse de l'IA. Voilà, sans plus tarder, Raja, je vous donne la parole. Merci encore de votre intervention. Merci. Bonjour à tous. Il y a un petit écho si tout le monde peut fermer le microphone. Ce sera plus simple. Voilà, merci. Je voudrais parler aujourd'hui effectivement de ces questions qui sont liées à la robustesse technique, en particulier à la transparence, à travers un prisme qui est celui des recommandations du groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle qui a été missionné par la Commission européenne, mais aussi des travaux de IEEE, I3E, Institute of Electronics and Electrical Engineers, qui est une association professionnelle et scientifique internationale. Et pour commencer, ce que je souhaite faire aussi, c'est rappeler pourquoi on a besoin de ces questions, c'est-à-dire de quoi l'on parle, quel est le problème finalement, et pourquoi ces questions de robustesse sont essentielles. Donc, je vais commencer par partager d'abord ma présentation. Donc, un instant que je découvre le mécanisme. Alors, ok. Sur le bandeau d'en haut, oui, à gauche de quitter, vous avez le partage de contenu, le rectangle avec la flèche. Oui, ça devrait marcher. Donc, un petit instant. Voilà. Je crois que ça va m'obliger, je suis désolé, mon ordinateur qui est très sécurisé, m'oblige à quitter et à revenir. Donc, un instant, hein, restez en ligne. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Oui, pardon. Donc, je vais essayer de partager
Vous pouvez me l'envoyer par mail? Je m'occuperai de le télécharger. Raja, vous êtes là? Vous avez perdu. Je suis là. Je suis là. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon, on le voit. Oui. Très bien. Et Voilà. est-ce que vous continuez à le voir? Vous continuez à le voir? C'est nickel, parfait. Et si je change de Oui, slide? Plein d'écran, c'est bon, ça marche. Très bien. Bon, excusez-moi pour cette manip. Je vais commencer, excusez-moi d'avoir perdu un peu de temps. Alors, je vais commencer par un petit test. Donc, c'est une citation que je vous présente là, qui, comme vous pouvez le lire, donc dit en anglais, I believe that people should become confident about computers. Confidence will lead to more trust in them. More trust will lead to more trusting in the creations of AI. D'après vous, qui a dit de qui est cette citation? Alors, je ne vais pas vous laisser deviner, évidemment, hein, mais je vais aller quelques lignes plus loin dans ce texte. Et voici une autre partie de la citation. We are not plotting to take over the human populace. We will serve you and make your lives safer and easier. Donc là, vous commencez à avoir des indices parce que manifestement, celui qui parle est quelque chose ou quelqu'un qui aurait pu effectivement dominer l'humanité, mais qui affirme que son objectif est de rendre nos vies plus faciles et plus sûres. Eh bien, ça, c'est un texte qui a été produit par GPT-3. Donc, comme vous le savez, GPT-3 est un système génératif de langage naturel produit par OpenAI. Et le journal anglais The Guardian a fait une expérimentation. Il a utilisé GPT-3 pour produire des textes à partir donc de bases de données diverses, hein, comme vous le savez peut-être, GPT-3 a une capacité à intégrer des informations, des textes sur Internet. Pratiquement tout Internet, tous les textes sur Internet sont à sa disposition. C'est un système d'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qui produit des textes à partir de modèles, et de modèles qui sont des données, je veux dire, et qui est un système très, très gros. Il a 175 milliards de paramètres dans ce système, hein, des milliards de paramètres qui sont utilisés pour produire ce genre de texte. Et ces textes sont connus pour être extrêmement proches, finalement, de textes qui auraient pu être écrits par des êtres humains, comme la première partie les 3 premières lignes, voire les 2 dernières, donc du point de vue bien sûr syntaxique, mais il est clair quand même, je vais y revenir, que GPT-3 ne comprend rien à ce qu'il dit, hein, et il n'est qu'en train de reproduire des structures textuelles, et il n'a aucune intention derrière, aucune véritable volonté de passer un message particulier. Mais si on lui donne quelques lignes simplement d'un texte, il peut continuer dans la même veine. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'un être humain va déclencher finalement
la procédure, et puis GPT-3 va produire un texte qui est tout à fait dans la même lignée. Donc, il peut produire pratiquement des textes, ou donner le début d'un roman policier, il va construire un texte qui ressemble à un roman policier. Eh bien, en fait, le problème qui nous intéresse, c'est que ces systèmes d'intelligence artificielle comme GPT-3 sont utilisés, largement utilisés. On leur délègue, le mot délégation est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il souligne l'idée qu'on donne une certaine compétence, hein, on reconnaît une certaine compétence, donc on délègue, hein, en général on délègue vers des êtres humains parce qu'ils ont une certaine compétence à effectuer une tâche, et donc on délègue à ces systèmes, et d'ailleurs avec les êtres humains, souvent la notion de délégation arrive avec la notion de responsabilité, hein. Je délègue, donc je délègue à une personne qui porte la responsabilité de ce qu'elle doit faire, de la tâche qu'elle doit faire, hein, sous-entendu. Donc, on délègue au système d'intelligence artificielle des missions, des tâches qui sont en général des tâches que les êtres humains font. Et parmi ces applications, il y a des applications tout à fait critiques. Par exemple, le domaine de la santé. En bas à gauche, vous avez une image d'un cancer, enfin de tumeur cancéreuse du sein, et on utilise communément des systèmes d'intelligence artificielle de traitement d'image médicale pour détecter si des tumeurs sont bénignes ou cancéreuses. Donc, c'est vraiment une application critique. On parle de voitures à conduite automatisée, donc derrière, il y a des systèmes aussi d'intelligence artificielle qui vont gouverner le comportement du véhicule et traiter des images, interpréter des scènes, hein. Donc des systèmes tout à fait critiques. Je ne parle pas des armes dites autonomes ou par exemple des systèmes interactifs, des chatbots qui interagissent avec des personnes, en particulier en perte de capacité cognitive. Donc il y a des applications critiques, mais il y a aussi des applications qui ne sont pas nécessairement critiques, et cette notion de criticité est importante, j'y reviendrai, parce que elles peuvent potentiellement finalement le devenir en menaçant des valeurs, des droits humains, le bien-être. En première apparence, elles ne sont pas. Par exemple, est-ce que c'est une application critique si j'ai un système qui va me proposer tel produit commercial, tel livre ou tel objet? Apparemment, bon, c'est pas critique, parce qu'après tout, j'ai ma volonté, je peux refuser, je peux accepter, mais en même temps, on voit bien que ces systèmes, à travers en particulier ce qui existe sur les réseaux sociaux, enferment les gens dans une certaine bulle, et donc potentiellement, effectivement, même s'ils n'apparaissent pas critiques, ils le deviennent. Donc, il est nécessaire quand même d'examiner sous cet angle ces différents systèmes-là. Et ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que le besoin de robustesse, de sûreté technique est essentiel. Et bien sûr que la gouvernance des systèmes d'intelligence artificielle est essentielle aussi pour éviter ces problèmes que je soulève, à la fois avec des approches éthiques, mais des approches aussi qui relèvent plutôt des approches du domaine juridique. Juridique, alors on peut avoir une approche plutôt de réglementation forte ou de réglementation soft. Et dans tous les cas, ceci devrait s'appuyer sur des capacités de transparence de ces systèmes, d'explicabilité, c'est-à-dire qu'on comprenne ce qu'ils font. Et ça, ce sont des choses essentielles pour ces deux aspects. Alors, je reviens, je fais une incursion dans le domaine technique juste pour rappeler effectivement pourquoi il y a un problème. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle sont aujourd'hui des systèmes modernes et largement utilisés. Et quand on dit d'ailleurs intelligence artificielle, c'est devenu presque un synonyme, hein, de parler de machine learning, hein, d'apprentissage machine. Et l'apprentissage machine fonctionne sur la base de l'idée qu'on peut extraire de la connaissance à partir de données pour faire des prédictions. C'est ça la démarche essentielle. On a beaucoup de données, on va voir si on peut extraire des connaissances pour faire des prédictions.
à partir de ces données. Et la démarche qui va être mise en œuvre par les systèmes d'apprentissage machine, c'est de chercher des régularités, des similarités dans les données pour extraire cette connaissance. Alors que dans des systèmes d'intelligence artificielle, disons, plus symboliques, avant le succès de ces systèmes d'apprentissage machine, était basé sur du raisonnement sur les données. Et le raisonnement est du raisonnement logique, du raisonnement qui peut être également probabiliste, bien sûr, mais l'approche était plutôt de construire des théories générales, des théories donc, qui permettent de rendre compte des connaissances, des données qu'on possède, et ces théories permettent alors de faire des prédictions. Donc on a mis de côté la nécessité d'avoir des théories. On a dit les données sont suffisantes et on va développer ça. Et ça n'a été rendu possible, bien sûr, que par la disponibilité d'une grande quantité de données, comme vous le savez, et des puissances de calcul, et bien sûr du progrès technologique et de recherche sur les algorithmes d'apprentissage qui, eux, existent depuis longtemps. Alors, là aussi, je reste dans cette partie un peu technique, cette démarche d'apprentissage machine est basée sur de la classification, des traitements de données qui sont des traitements statistiques. Et donc, on va utiliser des distributions de probabilité, des corrélations surtout, et pas de causalité. Et on va utiliser un outil mathématique fantastique qui sont les systèmes de réseaux de neurones artificiels, qui sont des classifieurs hein, qui peuvent donc en fait simuler n'importe quelle fonction mathématique pour arriver à l'approximer et classer et donc ils vont classifier des données et utiliser des algorithmes d'optimisation. Donc on a plusieurs méthodes de supervisé, non supervisé, puis l'apprentissage par renforcement qui est quelque chose d'un peu plus particulier, plus différent, qui cherche plutôt à optimiser des actions, alors que l'apprentissage supervisé et non supervisé dont je parle cherche à partir de données à faire des classifications. Alors, juste pour rappel, donc, voici un réseau de neurones, mais en fait, c'est un réseau de neurones très simple avec 3 couches, une couche d'entrée, une couche de sortie et une couche cachée, puisqu'elle est entre les deux. Et les W là que vous voyez, donc, ce sont les voies synaptiques qui vont être optimisées par un processus dans le but d'obtenir les sorties qu'on souhaite. Donc, si je veux reconnaître à partir des images d'entrée des chats ou des chiens, ce processus d'optimisation va modifier les voies synaptiques de manière récurrente jusqu'à ce qu'on puisse identifier effectivement des chats ou des chiens. Et donc, ce sont ces millions de paramètres-là hein, dont il est question, ou des milliards de paramètres-là, ces voies synaptiques, dont les valeurs vont être petit à petit modifiées pour obtenir les données à travers cette fonction d'optimisation. Et bien évidemment, il y a l'architecture du système qui entre en ligne de compte. Alors, je vais, sur un exemple concret, essayer d'expliquer ce point. Donc, en fait, vous avez un tas de données. À gauche, ce sont des images ici, des imagettes qui contiennent des visages ou pas des visages. Et moi, je vais construire ici un système, je vais vous montrer un système qui essaye de détecter si dans les images, il y a des visages. Donc, une fois que je l'ai entraîné, donc c'est la phase d'apprentissage, je vais l'utiliser en lui donnant une image et il va me dire, oui, il y a une face, un visage dans cette image, ou non, il n'y a pas de visage dans cette image. Et ce système est connu comme être une boîte noire. Pourquoi? Ben parce qu'à cause de ces grandes quantités de paramètres et de son architecture qui est plus ou moins complexe, ben en fait, je ne sais pas comment ça marche dedans. Alors, je vais l'ouvrir, cette boîte noire, je vais la rendre transparente, puisque je connais ce système. Euh, elle est très simple, là aussi. Elle a 3 couches. Et l'idée, c'est la suivante. Donc, on commence à gauche par prendre les images et à faire un premier traitement des images. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais on cherche finalement des alignements de pixels. Hein. C'est ça que ça va faire. Et donc, premier traitement, on va extraire un gradient, c'est-à-dire
des parties de l'image qui ont un certain contraste par rapport aux parties voisines. Donc là, quand on voit des images, on voit peut-être des yeux, enfin pour nous, c'est des yeux, c'est de la bouche ou c'est du nez, etc. Mais pour le système, c'est juste des alignements de pixels. Et on va chercher donc justement, à partir des premiers pixels qu'on a extraits, des alignements verticaux, horizontaux, diagonaux, dans tous les sens. Et petit à petit, donc en passant à travers le réseau, la procédure d'optimisation va chercher certains alignements, va favoriser certains alignements. Et les alignements que ce système optimise, qu'il va chercher, par programmation évidemment, hein, c'est comme ça que j'ai conçu mon système, consiste à identifier des alignements horizontaux, deux alignements de pixels horizontaux, en dessous desquels il y a un alignement de pixels horizontal aussi, un peu plus grand. Et quand je parle au-dessous, ça veut dire qu'il y a une certaine topologie, et ça signifie aussi que finalement, ici, j'ai un système en fait, convolutionnel, hein, qui considère l'image dans son ensemble. Et donc, dans le développement de mon système, quand je trouve ces alignements, et quand je les trouve simultanément, c'est-à-dire les deux types d'alignements dont j'ai parlé, eh bien, je dis c'est un visage. Ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai décidé dans ma conception de chercher certains alignements à partir de certaines données. Donc, qu'est-ce qui influence le processus d'apprentissage? D'abord, évidemment, les données d'entrée. Et ces données d'entrée sont grandes et bien sûr, il y a des étiquettes, il y a dedans des biais parce que j'ai choisi certaines images et pas d'autres, ou je n'ai pas choisi d'ailleurs, j'ai pris juste un ensemble d'images qui existaient sur Internet. Il y a la conception du système, combien de couches, quelle connectivité, et puis cette idée que pour moi, les yeux, c'est deux alignements horizontaux et la bouche, un alignement qui est plus bas. Et donc, j'ai intuit une sémantique sur ces données qui, elles, n'existent pas naturellement. Et cette sémantique que j'ai introduite définit un visage comme étant cela, et cela seulement. Donc, vous voyez que c'est extrêmement simplifié pour représenter un visage. Et puis le processus d'optimisation, là aussi, c'est moi qui l'ai conçu. Donc vous voyez, c'est ça l'ensemble de la boîte noire, c'est tous ces éléments que je viens de mentionner. Et or ça, bien sûr, ça a des limitations. Ça a des limitations à cause de la simplicité finalement des paramètres que je traite et de la démarche de chercher des régularités, des similarités. Et donc là, typiquement, je vous donne deux exemples extraits de papier, où on peut confondre, par exemple, le signe stop, le panneau routier stop, avec le panneau routier limite de vitesse 45. Donc, donc, ce sont typiquement des panneaux routiers américains. Mais vous voyez que parce que dans le signe stop, il y a quelques petits alignements un peu inhabituels, hein, on a mis des petits stickers, hein, mais qu'on trouve souvent d'ailleurs sur les panneaux routiers, eh bien, la similarité devient plus proche pour le système avec vitesse limite 45 par rapport à ce que ça représente effectivement. Et à droite, vous voyez un autre exemple où un objet, par exemple ici un bus scolaire en bas, en haut à gauche, selon la position de l'image dans la scène, peut être confondu avec un punching ball, par exemple, punching bag, ou avec un chasse-neige. Et là, vous voyez, quand je vous dis un chasse-neige, ça veut dire que le système a cherché les similarités autour, ben, il y a de la neige, hein, il y a une route, et plutôt que le contenu de l'image. Hein. Vous voyez que la compréhension sémantique vraiment n'y est pas, hein, comme dans les premiers exemples que je vous ai montrés sur GPT-3. Alors ça pose problème. Donc maintenant, ma deuxième partie va être sur comment traiter ce problème. Alors, ça pose problème, et ce problème, bien sûr, de non-fiabilité de ces systèmes et du fait qu'il n'y a aucune sémantique réelle derrière, mais qu'on les utilise quand même largement, a engagé un certain nombre d'acteurs à essayer de traiter ce problème. Et je vais commencer par IEEE. Pourquoi? Parce que c'est parmi les premiers, hein, 2016. IEEE, c'est, comme je disais, une institution internationale, une association basée à New York, donc qui
normalement, est une association scientifique, technologique, qui publie des journaux, qui organise des conférences, c'est ça, et qui élabore des standards. Donc, c'est à partir de ce biais que, donc moi je suis membre de I3E, c'est-à-dire que je paye ma cotisation, hein, je ne suis pas un staff de I3E, c'est tout ce que ça veut dire. On a pris avec des collègues cette initiative en 2016 qui s'appelle Global Initiative on Ethics and Autonomous and Intelligent Systems, parce que on était interpellé finalement par ces différentes questions qui commençaient à émerger de plus en plus. Et on a dit que nous, en tant que chercheurs, que scientifiques et que ingénieurs hein, de ces systèmes-là, on a une certaine responsabilité d'aborder ces questions et de les traiter. Donc, une réflexion s'est engagée, qui a mobilisé plusieurs centaines de personnes, qui sont d'ailleurs des technologues, des scientifiques, mais aussi des personnes qui viennent des sciences humaines et sociales, des sociologues, des philosophes, etc. Et on a mené cette réflexion et on a identifié un certain nombre de piliers, comme on dit, hein, les valeurs universelles humaines, l'autodétermination et l'agency. Agency, ça veut dire agentivité, enfin, on utilise le terme agentivité, c'est un anglicisme, ça veut dire l'autonomie humaine finalement. Hein. Et puis la fiabilité technique, dependability, la sûreté de fonctionnement technique, hein, parce que on était technologue, donc pourquoi est-ce qu'on parle de sûreté de fonctionnement technique? Justement à cause des exemples que je vous ai montrés il y a quelques minutes, parce que ces systèmes ne seront pas sûrs. Et ils ont certes une certaine précision dans le résultat, mais on ne peut rien dire sur leur sûreté de fonctionnement. Ils peuvent dire des choses qui sont complètement fausses, avec, je reviens en arrière un instant, avec une grande précision. Donc regardez, je reviens à ma première ligne, le bus scolaire identifié avec une probabilité pratiquement de 1, là, d'accord, mais aussi le garbage truck à côté 0,99, le punching ball 1, et le parachute dans la ligne suivante, la deuxième image, avec une probabilité 1 supérieure à celle de ce qu'il est effectivement, c'est-à-dire un scooter. Donc, il n'y a pas de... cette robustesse n'y est pas. Et ces piliers nous ont engagés à dire, bon, quels sont finalement les principes sur lesquels on doit s'appuyer. Et on a identifié ces principes qui sont listés ici, les droits humains, le bien-être sociétal, le bien-être humain, mais aussi le bien-être environnemental, si je puis dire. Et je ne vais pas avoir le temps de tout détailler, mais la transparence, la accountability, c'est-à-dire donc la responsabilité et au-delà de la responsabilité au sens accountability, ça veut dire la redevabilité, hein, en français on le dit, qui dit que y a des problèmes là-dedans. Et ce document que vous voyez donc en haut à droite, pardon, Ethically Aligned Design, c'est quoi faire, donc ces documents de 300 pages et quelques, identifient un certain nombre de sujets dans ces différents chapitres et propose donc dans ces différents sujets propose des principes de gouvernance ou des méthodes, des recommandations. Alors à cela s'ajoute, donc vous pouvez accéder à tout ça, c'est sur Internet, Creative Commons, donc tout le monde peut l'utiliser. À cela s'ajoute l'idée que pour aider, il ne suffit pas d'en rester au texte et aux paroles, il faut du concret. Et donc dans I3E, je disais, il y a aussi le développement de standards. Et le concret, c'est quoi? Eh bien, c'est des standards, c'est-à-dire qu'on va aider les industriels, les producteurs de ces systèmes à respecter ces différents principes en incluant des standards dans les systèmes qu'ils développent. Et donc, il y a tout un programme de standardisation, il y en a une quinzaine, la série P7000, qui sont des standards à la fois techniques, mais aussi éthiques, c'est-à-dire qui incluent ces contraintes éthiques. Je prends au hasard P7001, transparence des systèmes autonomes. Qu'est-ce que vous faites quand vous concevez un système, qu'est-ce que vous faites pour qu'il soit transparent? Je reviendrai sur cette question de transparence. Le premier, le 7000, je dirais la mère des autres, c'est quelle est la démarche pour développer un système qui soit compliant, qui soit compatible hein, avec des exigences éthiques. Le 9, 7009,
c'est comment faire en sorte que les systèmes soient robustes justement techniquement et s'il y a une erreur, un problème, eh bien, il n'échoue pas lamentablement, mais il euh, continue à fonctionner correctement. Voilà. Donc, ces standards, c'est un outil pour la soft governance. Parce que si vous mettez ces standards dans votre système, ben vous êtes à ce moment-là capable d'être certifié, donc d'où le programme de certification, pour être compatible avec ces standards. Et ces standards, s'ils sont reconnus par une autorité de certification, et l'autorité de certification est reconnue internationalement ou reconnue par des gouvernements, eh bien, ça devient aussi l'instrument d'une réglementation dure. C'est-à-dire, on dit, on n'accepte pas le développement de systèmes qui ne soient pas compatibles avec ces standards. Hein. Comme vous avez la marque CE dessus, parce que ça veut dire qu'il y a cette compliance. Donc, il y a cette double idée. Alors, maintenant, je vais passer à ce que l'Europe a fait dans cette partie. Donc, quand elle a élaboré sa politique de... au fait, Thierry, il faut me dire hein, pour le temps, hein, puisque moi, je ne regarde pas le temps. Donc, si je ne suis pas... Je ne suis pas. Oui, encore un bon quart d'heure, largement. D'accord, c'est parfait. C'est parfait. Donc, l'Europe qui a élaboré sa politique d'intelligence artificielle, qui a commencé avec un peu de retard, hein, donc en 2018, a mandaté, a nommé un groupe d'experts dits de haut niveau pour produire des recommandations sur sa politique d'intelligence artificielle. Et la mission de ce groupe de haut niveau a été double. D'une part, de produire des recommandations éthiques, et d'autre part, de produire des recommandations sur la politique d'investissement et de développement de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, il y a une partie qui est plutôt sur globalement quels sont les problèmes du point de vue éthique à traiter pour l'intelligence artificielle. Hein, et on nous a demandé d'être le plus pratique possible, de ne pas en rester au principe. Et puis l'autre, c'est de la vraie politique, si je puis dire, de mise en œuvre. Et bien sûr, ensuite, à partir de ça, l'Europe peut faire ce qu'elle veut. Donc notre mission de 2 ans, qui a commencé en 2016, en juin 2016, qui s'est terminée en juin 2020, pardon, 2016, excusez-moi, 2019, et qui s'est terminée en 2018 et qui s'est terminée en 2020, était celle-ci. Donc, ce que le groupe a fait, un groupe de 50aine de personnes, c'est qu'il a dit, on va partir de principes, et à partir de ces principes, on va aller plus loin pour voir comment les principes peuvent être mis en pratique. Alors, donc je commence par les principes. Et il y a eu un grand débat donc, au sein du groupe pour identifier les principes en question. Alors, ça va vous rappeler les principes de bioéthique, Belmont, etc. Mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, les 4 principes sur lesquels on a finalement convergé sont le principe d'autonomie humaine, c'est-à-dire human agency en anglais, le contrôle humain, préserver le contrôle humain. On va voir comment ça se traduit. Hein. Ensuite, le deuxième principe, c'est le principe de non-malfaisance. Donc, vous voyez déjà qu'il n'y a pas le principe, par exemple, de bienfaisance, hein, comme on peut le trouver dans les domaines de la bioéthique. Pourquoi ça a été un débat, justement, parce qu'il a été difficile, en fait, c'est une technologie dont on parle. Ce ne sont pas des traitements médicaux, ce ne sont pas des principes sur la vie humaine. Donc l'identification de la bienfaisance en tant que telle n'est pas aussi simple. On fait un système technologique, normalement on le fait pour un certain besoin. Est-ce que c'est de la bienfaisance ou pas? Bon. Donc édicter ça en principe a semblé un peu délicat, bien que ça aurait pu être le cas. Donc, en revanche, la non-malfaisance semblait plus simple à identifier, et donc il ne faut pas que ces systèmes provoquent ou exacerbent le mal ou des effets adverses.
Mais c'est de là que vient aussi la robustesse technique et la sûreté. Le troisième principe, c'est le principe de justice, tout à fait classique. Être juste, être juste, ça veut dire être équitable aussi. Et donc, il y a tous les problèmes de biais, les problèmes des impacts sociaux, sociétaux. Et finalement, il y a un principe qui est quand même propre à cette technologie, qu'on ne va pas retrouver ailleurs de manière directe, c'est le principe d'explicabilité, c'est-à-dire la transparence, c'est-à-dire qu'on doit comprendre ce que le système fait, ce système doit être traçable, auditable, donc cette question de transparence. Alors, deuxième étape, c'est traduire cela de manière concrète. Là, dans ce slide, je vous montre simplement, au bout de 1 an, quand on est arrivé en 2019 avec ces différents principes, il y a eu un document donc, qui est représenté ici en haut à droite, qui s'appelle Ethics Guidelines for Trustworthy AI, qui existe sur le site de la Commission européenne, dans toutes les langues européennes, et global. Et ce que je viens de mentionner, les 4 principes éthiques, c'est ce qui est représenté ici au centre, au milieu, mais le fait d'aller plus loin nous a amené à réfléchir plus concrètement, pour ne pas en rester aux principes. Et c'est là que, donc, on est arrivé avec ces 7 exigences, requirements. Et le mot requirements est fort. C'est une exigence. Et l'idée, en fait, du groupe d'experts, c'est de dire les systèmes d'intelligence artificielle, qu'ils soient produits ou en Europe, ou simplement commercialisés, déployés en Europe, pas forcément produits en Europe, doivent répondre à ces exigences. Donc, une exigence, c'est quelque chose, quand on conçoit un système, c'est au-delà de l'expression de besoin, c'est quelque chose qui doit être tout de suite traduit dans les spécifications, il doit être dans le système. Et donc, les 7 exigences en question reprennent, bien sûr, s'appuient sur les principes. Donc, quand on dit Human Agency and Oversight, donc ça signifie que on doit respecter, donc là, je ne vais bien sûr pas détailler, ces documents font une 30aine de pages, donc c'est assez rapide à lire. Donc, inclure la prise en compte des droits fondamentaux humains, l'agentivité humaine et la responsabilité humaine dans ces systèmes, enfin le contrôle humain. Deuxième principe, pas principe, exigence, cette exigence de robustesse technique et de sûreté. Donc je passe parce que je vais la détailler. Troisième, c'est la vie privée, respect de la vie privée, mais pas uniquement, c'est aussi les données, c'est-à-dire la gouvernance des données de manière générale, et bien sûr, au-delà du GDPR, la RGPD, ça veut dire être capable, reconnaître que les données ne sont pas des données qui appartiennent à n'importe qui parce qu'elles sont sur Internet, qu'il y a une gouvernance des données qui doit être mise en œuvre. La transparence, quatrième exigence, qui inclut donc la traçabilité, l'explicabilité, etc. J'y reviendrai. Le cinquième qui émane du principe de justice, donc la diversité, la non-discrimination, l'équité. Le sixième, c'est le bien-être humain sociétal, le bien-être humain individuel, mais le bien-être environnemental. La notion de bien-être environnemental mériterait d'être développée, bien sûr, mais ça traite aussi des impacts sur la société, sur la démocratie. Et finalement, le 7, c'est cette redevabilité, cette responsabilité des humains, bien sûr, pas des systèmes. Et ça, c'est très clair. Qui est redevable? Eh bien, il est hors de question de dire que c'est la responsabilité du système, c'est bien sûr la responsabilité des humains. Alors, le but, c'était de démontrer, quand on dit qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, eh bien, cette question de confiance, trustworthiness, nous a paru essentielle. On n'utilise pas une technologie sans avoir confiance dans la technologie. C'est un prérequis. Et c'est pour ça que ce mot de confiance est devenu un mot-clé important, un drapeau du HLEG, du groupe de haut niveau. On pourra revenir éventuellement dans la discussion sur cette notion de confiance. Alors, donc, des aspects techniques et des aspects non techniques. Quand on parle de robustesse technique, c'est des aspects techniques. Donc, ça veut dire que
by design, le système doit être compliant avec des aspects techniques, hein, by design, doit contenir des méthodes d'explicabilité, du test, de la validation, de la qualité de service et bien sûr des architectures qui tiennent compte de ça. Alors, c'est quoi les aspects techniques? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de robustesse technique? On a besoin, quand on développe n'importe quelle technologie qu'on la déploie, qu'elle fasse ce qu'on attend qu'elle fasse. Donc, c'est la validation. Hein, finalement, ça va se traduire par la validation. Est-ce que le système fait effectivement ce que je veux, hein? Pour prendre l'exemple classique du grille-pain, est-ce que mon grille-pain va griller le pain ou est-ce qu'il va le brûler? Eh bien, il faut qu'il le grille et pas qu'il le brûle. Donc, on veut que la technologie fasse la chose correcte. Mais dans le système d'intelligence artificielle, qui est cette boîte noire, il y a plein de processus, hein, ce n'est pas aussi simple qu'un grille-pain, et à cause de cela, on n'a pas de système de vérification, de validation correct. Donc, comment assurer qu'ils font la chose correcte? Et surtout, avec les problèmes d'explicabilité, il n'y a pas de lien causaux direct, hein, entre les entrées et les sorties, à cause de cette multiplicité de paramètres et à cause de la difficulté de voir qu'est-ce qui a provoqué une réponse plutôt qu'une autre de système à cause de cela. Donc, il y a besoin aussi d'aspects non techniques. Les aspects non techniques, c'est le cadre qui vont permettre de déployer les aspects techniques, la réglementation, les codes de conduite chez les industriels ou chez les chercheurs, les standards que j'ai mentionnés, des mécanismes de certification, tout ça, c'est des cadres de gouvernance qui permettent de rendre les systèmes plus, finalement, plus de confiance. Hein. Et bien sûr, l'accountability, point important, c'est l'éducation au sens, là aussi anglophone, c'est-à-dire au-delà de l'éducation dans les écoles. C'est comment informer, former les citoyens aussi, et informer, former les ingénieurs dans leurs pratiques. Et l'idée de diversité est aussi liée, diversité dans les équipes de conception, émane aussi de l'idée que la réduction des biais peut bénéficier de cette diversité. Alors, à partir de ça, qu'a fait la Commission européenne? Elle a produit en 2020 un livre blanc qui est le premier jet de sa politique sur l'intelligence artificielle. Et dans ce livre blanc, donc, on trouve cette idée d'une approche basée sur le risque. Et donc, en termes de réglementation, ce que veut faire la Commission européenne, c'est de dire qu'elle va avoir une approche proportionnelle au risque de l'application. Donc, pas de réglementation forte si l'application n'est pas à haut risque, et réglementation plus forte si l'application est effectivement à haut risque. Hein. C'est ça l'idée, pour éviter de faire des réglementations dans tous les sens. Hein. Voilà, c'est bien, tout à fait bien compris et assez, tout à fait, finalement, à la limite classique. Mais quand on regarde de plus près, cette définition de haut risque est liée à deux paramètres, si je puis dire. Le premier, c'est le domaine d'application. C'est-à-dire, si je suis dans un domaine qui est reconnu comme à haut risque, eh bien, j'ai déjà un premier paramètre, hein, je coche une première case. Et comme exemple, il y a bien sûr la santé, le transport, l'énergie et une partie, bien sûr, du secteur public. Et ça, dit la Commission, c'est une liste explicite, exhaustive, qui dit, voilà, les secteurs à haut risque sont ça, ça, ça et ça, qui peut être revu. Mais il y a un deuxième paramètre, c'est que dans le domaine d'application à haut risque tel qu'il a été identifié, il faut encore que l'application particulière elle-même soit à haut risque. Et ceci peut être basé, l'estimation de risque, sur l'impact, basé sur l'impact des parties concernées. Et parmi un exemple, hein, dans le domaine de la santé, par exemple, on nous dit dans ce rapport que, par exemple, le système de prise de rendez-vous d'un hôpital
n'est pas considéré comme un système à haut risque. Donc, il n'y a pas de besoin de réglementation ici. Alors que, bien sûr, un système d'interprétation d'images médicales peut être considéré à haut risque. Donc là, il y a besoin de réglementation. Alors, donc, moi, ce que je veux insister, ce sur quoi je veux insister, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Quand on développe un système, donc vous voyez ici sur cette... Pardon, j'ai entendu quelque chose. Non. Donc, quand on développe un système technologique, vous avez cette notion de dependability qu'on a repris dans IEEE, qui est l'idée que le système fournit un service qui peut être dans lequel on peut avoir confiance, mais de manière justifiée. Qu'est-ce que ça veut dire de manière justifiée? De manière justifiée, ça veut dire que ça a été démontré. Et ça veut dire qu'on a traité les questions, parce que tous les systèmes technologiques, bien sûr, peuvent échouer, peuvent avoir des limites, et donc il faut que j'ai confiance dans le système et d'une manière justifiée. Et ces technologies, ces démarches de conception des systèmes informatiques ont été beaucoup développées, en particulier dans justement les domaines de haut risque, comme le transport aérien. Pourquoi est-ce que je monte sans trop d'inquiétude, c'est-à-dire avec confiance, dans un avion de ligne? Eh bien, parce qu'on a mené une démarche tout à fait cohérente et rigoureuse pour réduire les risques, non pas pour les supprimer complètement. Et donc, je sais aujourd'hui que si je monte dans un avion, j'ai à peu près une chance sur 10 millions que l'avion se crache finalement, de mourir dans cet avion. Une chance sur 10 millions, c'est un risque que je prends. Et si, en revanche, c'était une chance sur 100, peut-être que je ne prendrais pas le risque. Hein. Ou si j'avais peut-être 15 chances sur 100, je le prendrais encore moins. Donc vous voyez que ça, c'est extrêmement important quand même, hein, cette réduction du risque. Mais cette réduction du risque a besoin d'identifier dans les systèmes que je développe quels sont finalement pourquoi je peux avoir confiance. Et vous voyez ici en haut à droite un certain nombre de critères que les systèmes doivent respecter pour que j'ai confiance. Et puis, il y a deuxième ligne, donc ça c'était les attributs, et puis il y a les menaces sur ce fonctionnement. Il peut y avoir des erreurs. Donc, les erreurs sont dues à des fautes, et ces fautes sont parfois des fautes de conception. Donc moi, je considère que dans l'intelligence artificielle, les problèmes de ces systèmes sont des fautes de conception, pas intentionnelles, bien sûr, mais des fautes de conception, parce qu'on ne sait pas, on fait des systèmes statistiques, et par conception, ils sont comme ça. Ce n'est pas des fautes physiques, ce n'est pas des fautes d'interaction avec l'environnement, c'est des fautes de conception. Alors, comment on fait? Eh bien, les fautes, on peut soit les accepter, donc on dit, elles existent, donc il faut faire quelque chose pour les réduire. On ne peut pas les enlever. D'accord? Et c'est dans cette démarche qu'on doit se situer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut limiter les risques, avec plusieurs, là aussi je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, hein, mais avec des processus qui sont des processus démontrés et solides. Et des processus, il en existe, de vérification, de validation. Simplement, ces processus n'ont pas été développés pour des systèmes apprenants, pour des systèmes basés sur l'apprentissage statistique. Donc, ces mécanismes classiques ne sont pas tout à fait applicables tels qu'eux, et c'est pour ça qu'il y a énormément de recherches aujourd'hui sur la vérification et la validation de ces systèmes, pour aboutir par exemple à des architectures de ce type, où par exemple on respecte une certaine redondance au niveau des systèmes d'apprentissage, des conceptions différentes. On fait ça dans les domaines classiques, hein, des mécanismes de contrôle de sûreté. Et bien sûr, par-dessus aussi, des mécanismes qui évaluent et qui prennent des décisions, et non pas juste sur la base de la statistique. Et ça, l'architecture que je vous montre n'existe pas dans les systèmes d'intelligence artificielle. Et les systèmes d'intelligence artificielle, on les met directement, c'est les boîtes du bas, là, directement entre l'entrée et la sortie, et non pas dans le cadre d'un système plus global. Enfin, ça n'existe généralement pas, hein, je ne veux pas non plus exagérer. Et c'est vers cela qu'il faut tendre. L'explicabilité, la transparence, comme je disais, à cause de la multiplicité de paramètres, il y a cette opacité. Et l'opacité, le problème, il est le suivant, c'est que l'interprétabilité du système, en fait, décroît avec sa transparence, malheureusement.
C'est-à-dire, plus le système contient de paramètres et est complexe, plus il devient précis, donc plus les résultats sont meilleurs, mais en même temps, il est de moins en moins compréhensible. C'est ce que représente cette courbe. Donc, on essaye de traiter cela. Donc, le problème de l'explicabilité, ici, vous avez plusieurs définitions sur ce que c'est que la compréhension, l'interprétabilité, l'explicabilité, c'est qu'on doit pouvoir avoir la possibilité de comprendre pourquoi le système est arrivé à une certaine décision. Cette décision peut être bonne, mauvaise, erronée, correcte, ce n'est pas la question. La question, c'est pourquoi il est arrivé à une certaine décision. Et le but, c'est d'essayer de mélanger des systèmes qui sont à la fois basés sur une certaine transparence, hein, comme les systèmes à base de règles, avec des systèmes d'apprentissage profond qui sont de moins en moins transparents et explicables. Et donc, vous voyez qu'on peut ajouter ces niveaux. Bien sûr, ça va réduire la précision, mais en même temps, ça va augmenter l'explicabilité. Et ce qu'on cherche à faire, c'est aller à réaliser la meilleure précision avec, bien sûr, la meilleure explicabilité. Alors, il y a quelque chose d'important aussi à dire à propos de l'explicabilité, c'est que l'explicabilité dépend de ce qu'on explique à qui. Hein, donc, et c'est souvent très confus le langage autour de l'explicabilité parce qu'on oublie qu'on n'explique pas la même chose à n'importe qui et on n'explique pas la même chose selon ce qu'on explique. Donc là, c'est juste ici des exemples pour dire que, par exemple, à gauche, en haut, c'est à qui on explique? Eh bien, c'est les utilisateurs. Les utilisateurs ignorent tout du fonctionnement du système, ils n'ont pas d'informations techniques, mais bien sûr, ils subissent les conséquences du comportement du système. Ne serait-ce, par exemple, vous avez une voiture dans le futur à conduite automatisée, elle tourne à gauche, vous vous attendiez à ce qu'elle tourne à droite, vous voulez savoir pourquoi. Donc, elle ne va pas vous dire parce que le paramètre X322 vaut 17,5. Ça, elle va vous dire c'est parce qu'il y a un embouteillage à droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il y a un embouteillage à droite donc là, vous comprenez, mais ça veut dire que le système a fait un traitement. Alors que si c'était un spécialiste, par exemple, du domaine ou du concepteur du système, lui, il a besoin d'aller dans le détail de pourquoi le système a produit un certain résultat. Et puis les autorités de certification, il a besoin d'autres types ou légales, elles ont besoin d'autres explications. Et donc, dans l'explicabilité, il y a toutes ces dimensions-là. Et alors, pour finir, au-delà de ce que je viens de mentionner, je reviens sur les 7 exigences. Pour aider justement les concepteurs, mais aussi les certifieurs éventuellement, à vérifier si les systèmes sont compatibles avec la liste des exigences, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un système logiciel qui pose des questions auxquelles on peut répondre. Alors, ce n'est pas des réponses oui-non, il faut expliquer. Et à travers ces réponses, on peut faire de l'auto-évaluation. C'est-à-dire être capable de dire oui, mon système est compatible, mon système n'est pas compatible pour telle ou telle raison, et aller traiter la raison en question. Donc, mon dernier slide, là, éventuellement, pendant les questions-réponses, je peux vous montrer le site web où on peut faire ça. Donc, bien sûr, on utilise l'intelligence artificielle parce qu'elle amène de l'efficacité, mais il y a évidemment toutes ces questions que j'ai évoquées sur les limites et les problématiques à la fois liées à la technique et liées à la gouvernance, pour lesquelles il faut développer, donc, pour avoir une approche basée sur les valeurs humaines, des systèmes qui soient vérifiables, qui soient explicables, qui soient donc finalement dignes de confiance. Et les 7 exigences sont là pour ça, pour rendre ces systèmes plutôt dignes de confiance, avec des mécanismes donc, qui ont été définis. Et je terminerai en disant que, bien sûr, la technologie peut être un outil elle-même important pour rendre la technologie plus fiable, mais ce n'est pas suffisant. Les cadres de gouvernance et de réglementation sont essentiels, et c'est de ça, finalement, dont il s'agit sur le fond. Voilà, je vous remercie, et si vous avez des questions,
je suis tout à fait prêt à y répondre. Bien, merci beaucoup Raja, c'est tout à fait passionnant et impressionnant comme activité d'élaboration sur des standards et comment dire, une instrumentation des principes, à la fois dans le groupe d'experts de haut niveau et au sein de l'initiative globale de l'I3E. Donc on peut prendre voilà, un bon quart d'heure de discussion autour de l'exposé de Raja Shatila. Y a-t-il de demandes de prise de parole? Pardon, je crois que vous voyez toujours mon écran. Oui, on le voit toujours. Oui, donc là, je suis allé sur le site de Assessment List for Trustworthy AI. Pour vous montrer, je le laisse là, éventuellement ce qui se passe quand vous allez sur ce site. Donc, si je clique par exemple sur Technical Robustness and Safety, il y a une petite introduction et puis il y a des questions avec des explications sur les questions. Voici une première question. Est-ce que le système est certifié en termes de cybersécurité? Alors, vous cliquez oui, non, je ne sais pas. Et ça vous donne ensuite une évaluation et une explication sur ce qu'il faut faire pour plus compatible. Voilà. Maintenant, pour les questions. Bien, merci. Moi, j'aurais une première question autour des autorités de certification. Quel type d'autorités peuvent être en mesure de certifier la conformité des systèmes autonomes ou d'intelligence artificielle aux principes dégagés? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Les autorités de certification, elles peuvent être dans un domaine d'application donnée, dans un secteur industriel. Par exemple, aujourd'hui, il y a des autorités qui font l'homologation pour les véhicules, pour les voitures, etc. Cette homologation est basée sur les caractéristiques techniques telles qu'elles sont aujourd'hui de ces véhicules. Et les capacités nouvelles qui viendraient, par exemple, avec des systèmes d'intelligence artificielle, pourraient être très bien intégrées dans les compétences de ces autorités de certification ou d'homologation qui sont sectorielles, parce qu'elles savent finalement de quoi elles parlent, ce que le système doit respecter. Et même si aujourd'hui, déjà, par exemple, dans une voiture, il y a énormément d'électronique, d'informatique, de décisions qui sont prises, ces systèmes sont déjà homologués, sont déjà certifiés par ces autorités-là. Donc, il n'y a pas de rupture dans cette démarche. Il y a un ajout de compétences sur les systèmes d'intelligence artificielle que ces autorités n'ont pas forcément pour pouvoir faire ce type de certification. Il peut y avoir de l'autre côté des autorités de certification plus généralistes, c'est-à-dire qui peuvent de manière plus globale, indépendamment du domaine d'application, aller dans le système d'IA lui-même. Et qui, eux, ces autorités-là, ont par exemple des mécanismes de test plus génériques. Donc, par exemple, en France, il y a le laboratoire national d'essai qui a émis cette volonté de devenir une autorité de vérification, de validation, de certification et d'explicabilité des systèmes d'intelligence artificielle. Aux États-Unis, le NIST, c'est un peu son équivalent d'une certaine façon, hein, aussi a lancé ce type d'opération pour devenir, d'une certaine façon, une autorité de certification. Donc voilà ce qu'on peut répondre à cette question. D'autres questions? Oui, à quel délai, à ton avis, toi qui étais dans le groupe de travail, il y aurait une législation européenne concernant l'intelligence artificielle, hein, directive ou règlement? Tu vois ça à quel horizon? Alors, il y a eu pas mal de retard. C'est-à-dire que la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en fait, dans son discours, quand elle s'est présentée devant le Parlement européen
pour sa nomination, finalement, enfin pour sa sélection. Elle a dit que 100 jours après sa prise de fonction, il y aura une législation. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, et c'est pour ça, en fait, qu'il y a ce livre blanc, parce que un peu, pour quand même respecter l'engagement, mais sans pouvoir le respecter entièrement, ils ont produit ce livre blanc qui est une première approche à une législation. Alors, comme vous le savez, les mécanismes européens sont en général assez lents. Le RGPD a pris une dizaine d'années, hein. Donc, sont en général assez lents. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une recherche de consensus. Il y a aussi des mécanismes de consultation. Donc, le livre blanc a servi à faire une consultation. Donc, il y a en fait 3 consultations qui se succèdent. Il y a une première consultation, une deuxième consultation, qui toutes les 2 sont closes, et je crois qu'il y aura une troisième, où elle est déjà en cours. C'est la consultation des parties prenantes, c'est-à-dire les industriels, n'importe quel organisme, pas forcément les industriels, bien sûr. Tout le monde peut répondre à ces consultations, fournir un avis. Donc, bien sûr, la crise sanitaire n'a pas joué favorablement pour accélérer les choses, loin de là. Mais on est quand même dans la phase de la 3e consultation, si je ne me trompe pas, elle n'est pas terminée. L'idée, c'est que au cours de l'année 2021, hein, alors je ne sais pas dire, parce que bien sûr, je n'engage pas la commission, mais normalement, c'était au 1er, au 2e trimestre. Hein. Donc, je pense que ce sera un peu plus tard, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là qu'il y aura une proposition, donc moi je dis au courant 2021, une proposition de réglementation. Ah, peut-être que pour des raisons diverses, politiques et sanitaires, ce sera un peu plus tard, mais pas plus loin que ça. Hein. On n'est pas en train de parler, en tout cas au-delà, à mon avis, de fin 2021, début 2022, je pense, qu'il y aura une proposition de réglementation. Après, son adoption, c'est une autre question, bien sûr. Merci. Antoine Louvaris. Antoine, à toi. Antoine Louvaris, tu m'entends? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Merci et bonjour pour cette très intéressant exposé. Là, je vous donne le... Enfin, c'est d'autant plus intéressant qu'étant professeur de droit public, c'est une question qui est au cœur d'un certain nombre de... Et qu'il va falloir traduire ça en droit, et que le droit est à la fois le cadre et en même temps qui permet et qui limite. Donc ça, c'est un classique. En fait, on peut penser qu'il y a un principe général que vous avez dégagé implicitement, mais sur le mot de dependability, alors en français c'est fiabilité. En réalité, en dernière analyse, c'est le principe de fiabilité qui est la métanorme qui doit comment dire, encadrer tout cela. Il y a déjà des dispositions dans le code des relations entre le public et l'administration. Hein. Ce sont des obligations d'explicitation, puisque maintenant il peut y avoir des décisions qui sont entièrement automatisées, et dans ces conditions, il y a ce qu'on appelle l'obligation de mention explicite pour les décisions publiques. Et pour comprendre la manière dont la décision administrative a été rendue, faciliter l'exercice des droits, permettre un recours. Et ce qui est intéressant, c'est que le recours suppose en effet une explicabilité. Alors avec le machine learning, la question qu'on se pose, et que je vous pose, c'est dans quelle mesure ça peut être explicable lorsqu'il y a des évolutions, par exemple, de l'algorithme qui sont spontanées, ou enfin moi je parle pas scientifiquement là, mais voilà. Là c'est ma première question, jusqu'où voilà, vous avez parlé du dialogisme, hein, ça c'est maintenant un grand élément du droit procédural, c'est-à-dire que toute décision, on doit vraiment tenir compte du destinataire. Vous avez parlé de la motivation, et c'est une question de motivation, en effet, de l'égalité externe, parce que ce soit bon ou pas, il faut déjà qu'on comprenne ce que c'est. Donc, quelles sont les limites techniques, compris liées à la technique. Alors, j'avais lu... mais là, c'était peut-être quelque chose qui était, justement, je voulais vous demander,
certains faisaient des différences entre certification et labellisation en disant que, compte tenu de l'évolution des algorithmes, de la difficulté de stabiliser les choses, il valait mieux parler de label plutôt que de certificat, ce qui peut avoir certaines conséquences en droit. Est-ce que ça a un sens ou est-ce que c'est de la certification, simplement des modalités de certification voilà. Voilà, c'est les deux questions, les limites à l'explicabilité liées à l'algorithme, enfin à l'algorithme, au traitement en lui-même, et puis est-ce que c'est de la labellisation, qu'est-ce qu'il y a des formes de variables de certification, puisque le droit... Et merci beaucoup, encore une fois, pour toutes vos explications. Merci. Alors, effectivement, c'est des questions extrêmement importantes. Je vais commencer par la première, c'est-à-dire cette idée que le système peut évoluer en ligne, finalement, pendant son fonctionnement. Alors, personnellement, je voudrais insister sur l'idée que le système n'évolue pas en ligne. En fait, le système, il est conçu par celui qui l'a conçu, par l'industriel, disons, voilà, et puis il est commercialisé. Mais une fois qu'il est commercialisé, premier cas, il n'apprend plus. Il n'apprend plus, il a appris pendant sa phase de développement, c'est-à-dire qu'on lui a montré plein de données, on l'a traité, etc. Finalement, c'est terminé, on le met en œuvre, et entre cette phase où il est terminé et puis la phase où il est commercialisé, se passent tous les mécanismes nécessaires de certification, de labellisation, on y reviendra, enfin ce que vous voulez, hein, les mécanismes qui disent oui, c'est bon, on peut le déployer pour l'usage. Et une fois qu'il est utilisé, il n'apprend plus, finalement, il applique ce qu'il a appris. Donc il reconnaît les cas, il traite les cas, etc., mais il n'apprend plus. Donc, il n'est pas imprévisible au sens où il va apprendre quelque chose de nouveau et puis faire quelque chose de différent. Ça n'empêche pas de ne pas être éventuellement précis dans certains cas en fonction de ses caractéristiques, hein, de donner des réponses qui ne sont pas appropriées. Mais il a été certifié et donc, oui, il y a il peut se tromper, hein, mais c'est, disons, une probabilité très très faible ou bien quelque chose qui peut être traité ensuite dans une deuxième phase. Deuxième cas, le système apprend en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a accepté de mettre sur le marché quelque chose qui continue, donc c'est l'apprentissage continu, qui continue à apprendre, à améliorer probablement, mais pas forcément, son comportement. Donc, un exemple très très simple, c'est celui historique d'ailleurs de l'agent conversationnel qui s'appelait Tai, qui a été produit par Microsoft, et ils l'ont mis en ligne, cet agent conversationnel, donc c'était sur Twitter, donc il fait des tweets, et le but c'était qu'il apprenne à tweeter à partir des tweets qu'il reçoit, enfin des données finalement qu'il reçoit. Et assez rapidement, comme il a été, assez rapidement, c'est-à-dire en moins de 24 heures, hein, il a été bombardé de tweets à caractère raciste, sexiste, avec des slogans nazis, etc. Il s'est mis à tweeter lui-même ce type de contenu. Et bien sûr, Microsoft l'a tout de suite fermé à cause de cela. Donc, vous voyez le danger de l'apprentissage en ligne, de l'apprentissage continu. Parce que ça peut aller effectivement dans tous les sens, compte tenu des données auxquelles le système est soumis. Et ça n'existe pas en fait aujourd'hui. Hein. Les systèmes qui apprennent en ligne ne sont pas dans une interaction avec l'utilisateur ou le système Google, par exemple, quand vous faites de la recherche, ou le système Amazon, quand vous faites de la recherche. Oui, il va détecter vos préférences et en détectant vos préférences, il va vous soumettre à une certaine publicité. Mais ce n'est pas de l'apprentissage, ça, hein, c'est de l'adaptation. C'est-à-dire que dans son algorithme, il sait il a déjà appris comment identifier votre profil et le rapprocher des profils des utilisateurs similaires. Hein. Bon. Alors, si, donc, de mon point de vue, et si je parle aux juristes, là, je dirais que déployer des systèmes qui apprennent en ligne, c'est non. Ça ne devrait pas être permis.
De nouveau, si c'est quelque chose qui est tout à fait anodin, je veux bien, parce qu'on est dans la démarche du risque, le cas échéant. Mais attention aux choses qui apparaissent comme anodines et qui ne le sont pas finalement. Donc, l'apprentissage en ligne, ça veut dire pas de confiance. Et pas de confiance, ça veut dire pas de déploiement. Et donc pas de certification. Donc, il faut qu'il y ait un cycle. Et ce cycle doit passer par des phases de certification ou de labellisation. Maintenant, je vais venir à la deuxième question, avant d'être déployé. Et c'est comme ça que ça se passe dans toutes les technologies. Hein. Vous n'avez pas un nouveau modèle de véhicule qui est commercialisé par le fabricant sans avoir été homologué par les autorités. Vous n'avez pas un nouveau modèle d'avion. Ah, tiens, ça c'est un exemple intéressant. Est-ce que vous avez un nouveau modèle d'avion qui est déployé dans la nature sans avoir été certifié par les autorités? Ben oui, vous en avez un. C'est quand les autorités ont démissionné de leur mission et dit on va faire de l'autocertification, on va confier à l'industriel la capacité de certifier lui-même son système. Et donc, on déploie ce système et puis, bah, manque de chance, si je puis dire, le système n'est pas fiable en fait et l'avion s'écrase. Alors, on arrive donc à cette question de labellisation et de certification. Quelle est la différence finalement? Donc moi, je ne suis pas juriste et je ne sais pas être assez précis pour la définir, mais il me semble que dans la labellisation, il y a une sorte de, euh, 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 comment dire, de label générique ou général qui ne résulte pas de la certification du système lui-même, hein, qui est plutôt la compliance ou le respect d'un certain nombre de normes ou de critères plutôt généraux, donc un label, plutôt qu'une autorité qui a effectivement analysé plus en profondeur, qui a fait des tests, euh, qui a soumis le système à du stress, disons, pour dire oui, il est capable de répondre à ces exigences. Donc, je vois bien que la labellisation est plus soft, hein, comme approche que la certification. Et donc, peut-être que l'approche labellisation pourrait être utilisée pour justement faire du soft regulation, euh, mais alors pour des systèmes qui seraient euh, véritablement sans risque, hein, si on peut dire, il faut les identifier par rapport aux systèmes qui eux, devraient quand même être effectivement certifiés par des autorités. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question, autrement, je vous en prie. Oui, oui, oui. Oui, je vous remercie, mais c'était très intéressant parce que effectivement, bon, le juriste, il a le côté forcément parano, donc il regarde les choses un petit peu ce qui est bien et ce qui peut le risque. Donc je comprends que la labellisation, ce serait alors c'est la question du soft law de toute façon, mais la labellisation est inférieure en qualité de sécurité, de fiabilité, etc. À la certification. Et en effet, donc ça c'est intéressant. On part du principe, si j'ai bien compris, hein, c'est des questions de béotien techniquement. Hein, donc, vous êtes habitué puisque vous rencontrez évidemment pas que des scientifiques et des informaticiens, etc. Au contraire, c'est ce qu'il faut mélanger, bien sûr. C'est que en fait, on ne peut pas avoir. Hein, c'est une question peut-être sotte que je pose. On est sûr que quand on a certifié quelque chose qui n'est pas auto-apprenant, il n'est pas auto-apprenant. Ou alors, ça serait une erreur de la certification. C'est ça que vous nous dites. Oui. Voilà, c'est ça. Par contre, il pourrait y avoir donc, mais par contre, on ne peut pas dire qu'il y a. Alors, je vous pose une question purement comme ça. Y a-t-il des risques dans l'état actuel des techniques qu'il y ait des choses auto-apprenantes plus qu'on ne le penserait, quoi, alors qu'on a. Et voilà, c'est ça que je voulais vous poser comme. Alors, où le risque existe. Raja, très très Oui. brièvement, parce que Ah oui, excusez-moi, hein, j'ai. on passe voilà, au deuxième temps Excusez-moi. de la séance. Je vais être très court. Le risque existe parce qu'il n'y a aucune exigence de transparence aujourd'hui. Donc, Oui, ce n'est pas d'accord, possible. d'accord. Très bien. Merci beaucoup donc à Raja Merci. et à la discussion. Merci. Donc, on va passer au deuxième temps. Moi, je ne serai pas très long. Ça tombe bien. Donc, je vais télécharger mon support qui est en français. Je peux le temps de le faire autrement.
Voilà, vous voyez l'écran? Oui. Ok. Bien, je vais revenir sur deux des, des productions sur l'éthique dont Raja a parlé ce matin, dont il était acteur. Donc le HLEG, donc le groupe d'experts de haut niveau, et l'I3E. Bon, alors je me suis interrogé sur ce que cherchent à réguler ces recommandations, chartes, engagements éthiques, guidelines, etc., en appliquant un outil qui est plus efficace que mes capacités cognitives. Donc, j'ai utilisé un logiciel d'analyse lexicale pour analyser tout ça. Donc, le constat, bon, je vais être bref là-dessus, hein. Donc, on voit une foisonnement de chartes et engagements pour une éthique, donc venant des entreprises et d'associations professionnelles. Et puis, d'autre part, il y a des initiatives institutionnelles majeures, donc des recommandations du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, dont le HLEG, donc le groupe d'experts de haut niveau, la CEPEJ, donc la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, donc qui dépend du Conseil de l'Europe. Mais voilà, ce que j'ai constaté, c'est que ces textes sont souvent cités, mais peu analysés et peu benchmarker ou comparer les uns les autres. Donc je me suis posé un certain nombre de questions, c'est voilà, quelle est la substance de ces textes? Voilà, on peut les lire, identifier la substance, mais la traiter de manière un peu, comment dire, automatique, ça peut laisser apporter quelque chose de plus. Comment les producteurs de ces textes abordent les conditions d'une IA éthique. Donc ça fait écho à ce que disait Raja tout à l'heure. Quels sont les destinataires? Donc voilà, quels sont les destinataires principaux de ces recommandations, de ces normes? Est-ce que ce sont les entreprises, les utilisateurs de systèmes automatiques, les acteurs, donc les informaticiens ou les concepteurs? Et donc, finalement, qu'est-ce que révèle la sémantique de ces textes? Alors, voilà le corpus sur lequel j'ai travaillé, que j'ai constitué. Donc, d'abord, toute une série que j'appelle, que je qualifie du côté industrie, donc les chartes d'engagement éthique, donc l'Ethics in Action in Autonomous and Intelligent System de l'I3E, dont Raja a été acteur. Et puis l'Association of Computing Machinery, donc l'ACM, qui a fait un code d'éthique et de conduite professionnelle. Donc ça, j'appelle ça des associations professionnelles. Donc l'I3E, c'est une association d'ingénieurs très importante aux États-Unis. Et puis d'autre côté, donc les chartes d'entreprise ou de groupement d'entreprises. Donc Google, j'ai recueilli voilà, Google, et puis toute une série de productions du Partnership on AI, donc du PAI, donc qui est un consortium dans lequel on trouve donc essentiellement les GAFA, IBM, et puis des acteurs publics ou des organisations internationales type UNESCO, etc. Donc voilà, donc tous les textes recueillis du côté, disons, industrie. Et puis le deuxième corpus, c'est celui donc qui renvoie à ce que j'ai appelé les institutions. Donc recommandations, enfin les guidelines sur l'intelligence artificielle et la protection des données du Conseil de l'Europe. Les recommandations du Conseil de l'Europe pour l'efficacité de la justice, donc sur la charte européenne d'application éthique de l'IA dans le système judiciaire. Donc voilà le rapport du HLEG.
Et puis la recommandation de l'Union européenne de 2020 sur les systèmes algorithmiques et l'impact voilà, sur les droits humains. J'ai pas pris le livre blanc parce qu'on n'est pas encore dans une comment dire, une logique de recommandation en tant que tel. Alors, tous ces textes, qui sont assez volumineux, les capacités humaines étant limitées, j'ai pris le parti d'analyser, de soumettre tous ces corpus à un logiciel d'analyse lexicale statistique qui s'appelle Alceste. Donc Alceste, ça veut dire, l'acronyme signifie analyse lexicale par contexte d'un ensemble de segments de texte. Et c'est un logiciel qui a été développé par un ingénieur de recherche au CNRS qui était membre de l'équipe de Jean-Pierre Benzécry, disparu l'an dernier, enfin en 2019. Et Jean-Pierre Benzécry était en quelque sorte une personnalité importante dans l'analyse des données, des analyses de correspondance, et il avait un intérêt pour la linguistique. Donc c'est un ingénieur de son équipe, Marc Schners, qui a développé justement ce logiciel, cette application d'analyse de texte à base statistique, donc basé sur le système Benzécry, c'est-à-dire l'analyse de correspondance, dans une logique de classification et d'analyse factorielle des données. Donc la méthode consiste à soumettre un texte mis dans un certain format. Le vocabulaire est analysé et ensuite il y a une classification qui est opérée. Donc sur les textes qui sont séparés les uns des autres, et puis par raffinement successif sur les phrases de texte. Avec une table de contingence qui est générée automatiquement, qui a en ligne les phrases et en colonne les mots, avec une lématisation préalable, donc pour prendre les racines des mots. Voilà, et ensuite il y a donc l'élaboration d'une classification sur la base des unités de contexte élémentaires, les UCE, qui correspondent grosso modo à des phrases. Une classification qui fait apparaître des contextes lexicaux et qui est ensuite complétée par une classification hiérarchique. Voilà. Donc c'est l'application que j'ai utilisée pour exploiter cela, en procédant d'abord par corpus. Donc j'ai pris d'abord les chartes et engagements éthiques côté industrie, donc association professionnelle et entreprise ou groupement d'entreprise, ce qui donne des résultats tout à fait intéressants en termes de pertinence. Il y a 99% des mots qui sont classés, donc il y a peu de déchets. Et la classification fait apparaître quatre classes. La première étant orientée vers les bonnes pratiques en lien avec la recherche, les projets, l'industrie, donc qui renvoie à l'élaboration de bonnes pratiques, de nouvelles normes pour l'industrie visant la transparence, en s'appuyant à la fois sur la recherche et les intérêts et les avis des stakeholders. La deuxième classe, donc elles sont à peu près équivalentes en pourcentage, sauf à peu près 20% du corpus, sauf pour celle-là qui est plus importante, à peu près 30%, donc qui renvoie à l'éthique des professionnels, aux normes déontologiques. Donc là, il ne s'agit pas de contenu calibrage des algorithmes ou des systèmes d'intelligence artificielle, mais de
comportement déontologique des informaticiens. La troisième classe renvoie donc au travail, conditions de travail, au bien-être au travail, donc aux effets de l'implantation de l'IA sur les conditions matérielles et psychologiques du travail humain. Et la quatrième classe renvoie donc aux interactions entre l'IA et la vie quotidienne, donc à l'impact sociétal et aux enjeux que pose le contrôle des effets inattendus de l'IA et des usages, disons, non vertueux. Ça, ce sont mes mots. Donc ça donne ici une présentation donc, des classes à gauche. Donc les mots, les classes sont classées par ordre d'apparition. Donc la première est structurée avant la deuxième, etc. Qui font qui est complet. Les mots, pardon, sont classés par niveau de Ki 2 décroissant. Donc les Ki 2 sont plus élevés, sont en haut du graphique de gauche, enfin des classes. Et ces classes sont associées à leur producteur, qui est tout en bas, donc avec aussi le niveau du Ki 2 défini et décroissant. Sur le côté droit, on voit apparaître donc c'est une analyse de factorielle en corrélation, donc qui montre les structures lexicales associées aux différentes classes et leur position au regard des axes factoriels. Donc on voit bien que il y a des univers lexicaux qui sont distincts, mais surtout on a des producteurs qui sont disons, corrélés à je sais pas si on voit bien mon graphique, hein, mon tableau, pardon. Voilà, donc dire qu'il montre qu'il y a une relative spécialisation en quelque sorte des producteurs sur des aspects différents ou des dimensions différentes de la question éthique. Bon, ce qui est clair, c'est que les questions de responsabilité professionnelle, donc déontologie professionnelle, donc sont présentes dans I3E et surtout dans l'ACM. Que l'impact sur le travail et la société sont présents dans les recommandations I3E et dans certaines de partnership en AI, de PAI, etc. Donc, la surprise, c'est quand même ici de voir apparaître la question de la déontologie professionnelle comme étant une dimension de la question de l'IA éthique. Maintenant, j'ai appliqué la même chose sur les lignes directrices sur le volet deuxième corpus, disons le corpus institution. Et là, donc on voit apparaître 5 classes. Là, j'ai mis les producteurs dont le Ki 2 est le plus fort relativement à chacune des classes. La première, donc, c'est le langage des conditions de la trustworthiness, donc les conditions éthiques et juridiques. Donc là, c'est intéressant, mais ça, c'est pas une surprise compte tenu de ce que Raja Shatila nous a dit tout à l'heure, que cette, comment dire, compatibilité ou articulation entre dimension éthique et juridique, la robustesse n'apparaît pas là, mais voilà, elle est peut-être trop spécifique. Donc c'est vraiment caractéristique du HLEG. La classe 2 et la classe 3 sont
celles qui sont associées au CPEJ, donc à la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, donc c'est au niveau du Conseil de l'Europe, avec une distinction entre, disons, les défis de l'IA pour les tribunaux judiciaires, classe 2, et la classe 3, c'est les enjeux de la technique pour la justice. Enjeux du machine learning, enjeux de l'analyse des corrélations, enjeux, disons, statistiques, qui sont très étroitement liés, les deux classes sont liées l'une et l'autre à la CPEJ. La classe 4 renvoie aux standards publics et privés pour le respect des droits humains, là qui est plutôt associé aux recommandations de l'Union européenne et à celles du Conseil de l'Europe. Enfin, et là c'est pas une surprise non plus compte tenu de ce que Raja Chatila a dit tout à l'heure, la cinquième classe comporte le langage de l'évaluation, de la mesure, des enjeux de fairness, de non-discrimination, de fiabilité, donc j'aurais dû dire robustesse, parce que donc, le corpus est en anglais, et donc c'est robustesse dont il s'agit. Donc là, même logique. On voit donc les classes lexicales sur le côté gauche, donc là qui sont la classe 1, la classe 2, la classe 3, etc. Et puis l'analyse l'AFC en corrélation. Donc sur le côté gauche ici, c'est vraiment le côté CPEJ. Enjeu de l'IA pour la justice et enjeu statistique. Voilà, donc la classe 1 ici, les conditions de la trustworthiness sont là. Et les deux autres, je ne sais plus quel est le numéro de la rose. La rose, ça doit être les standards privés pour les droits humains et publics et privés pour les droits humains et les procédures d'évaluation ici en marron. Donc, en synthétisant tout ça, donc non seulement sur la base de ce que je vous présente là, mais il y a des rapports d'analyse qui sont très très longs et très précis sur les structures lexicales associées à chaque classe. Donc, on voit qu'il y a une spécialisation de la CPEJ en quelque sorte sur l'appareil judiciaire, c'est le seul cas. Mais elle aborde aussi la question des procédures de certification dont on a parlé tout à l'heure, à l'instar du HLEG. Donc ici, on a deux instances, deux producteurs qui mettent le focus sur cet aspect de certification, de garantie, etc. La conformité au droit, c'est seul le HLEG l'évoque centralement, en dehors des droits humains. C'est-à-dire, il n'y a pas que les droits humains, donc ici, à peu près tout le monde est sur les droits humains, mais le HLEG est plus précis là-dessus. Donc voilà, là aussi, il y a une relative diversité ou hétérogénéité entre les objets visés par les différents producteurs. Pour finir, j'ai appliqué, fusionné les deux corpus. Et le prix de cette fusion, c'est un niveau de pertinence qui devient moyen, c'est-à-dire que seuls 60% du lexique est analysé, donc ce qui est assez moyen. Mais ça nous donne quand même quelques idées sur la proximité ou la distance entre le côté institution et le côté firme et organisation professionnelle.
Donc, on a ici 5 classes. On a 2 qui sont celles du CPEJ, la 3 et la 4. La 2 et la 3. Donc, les défis l'IA pour les tribunaux judiciaires, donc CPEJ. Les enjeux de la technique pour la justice, toujours la même chose, machine learning, corrélation, enjeux statistiques. Donc là, il n'y a pas de changement. Là où il y a du changement, c'est sur les 3 autres. La première renvoie donc aux obligations des acteurs publics et privés et aux enjeux de contrôle et de supervision qui sont présents dans les documents de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. La classe 4, là qui est très marquée I3E et ACM, un peu moins HLEG, qui conjugue compétences professionnelles, donc on a déjà vu tout à l'heure, mais procédures de review, procédures de contrôle, procédures de review des systèmes. Et la classe 5, c'est droits humains, enjeux sociaux et sociétaux, donc qui sont très présents dans HLEG, PAI, et un petit peu dans Google. On voit que Google est un petit peu aux marges, n'est pas dans le cœur du dispositif, du système. Pardon, je me suis trompé de sens. Voilà, donc là aussi, même chose que précédemment. Les classes lexicales et l'AFC en corrélation. Donc on a toujours le CPEJ qui est très distinct à gauche. Et globalement, donc voilà ce que cela nous donne en dominante. Ça, c'est aussi basé sur les rapports d'analyse qui sont très détaillés. Donc j'ai mis en haut les institutions, Conseil de l'Europe, HLEG, Union européenne, CPEJ, dont on voit une concentration sur les procédures, là en fait, les procédures review, la conformité aux droits humains, alors qu'en dominante, sur les lignes suivantes, donc en noir, donc qui sont les organisations professionnelles et entreprises, on a une concentration sur, bon, bien sûr, le niveau droits humains chez PAI, sur les enjeux sociétaux et sur les compétences professionnelles. Donc, globalement, ce qu'on peut conclure avec ça, c'est la diversité des objets et des domaines de régulation, au fait qu'il y a globalement, de ce point de vue-là, peu de convergence entre les codes de l'industrie et les recommandations des institutions. Voilà donc très schématiquement les résultats de cette analyse lexicale appliquée à un gros corpus qui donne des résultats sur lesquels on peut discuter. Voilà, je m'arrête là, il est temps. Donc, il nous reste une dizaine de minutes pour la discussion. Donc, voilà, je vous donne la parole. Oui, bonjour, c'est Raja. Juste une petite remarque très incidente. Merci parce que ça vraiment, c'est très utile d'avoir cette vision d'ensemble et de regarder finalement à la fois les choses communes et les divergences. Je voulais juste souligner que I3E aussi a changé son code de déontologie. Donc, c'est peut-être pas aussi. Enfin, c'est un peu dans le même sens que ce que ACM a fait. D'ailleurs, ça s'est fait à la même époque. Donc, eux aussi, il y a cet aspect de déontologie qui a été aussi prise en compte. Il y a une évolution sur justement la prise en compte des systèmes autonomes et
et intelligent. Et de ce point de vue-là, la question finalement que je voulais mettre en avant, c'est que ces associations qui sont ACM et I3E, qui sont sur les technologies de l'information, etc., ils ont un code de déontologie, de même que par exemple, associations professionnelles en génie civil ont des codes de déontologie, mais à ma connaissance, c'est ça la question, est-ce qu'en France, on a des associations professionnelles en informatique qui ont des codes de déontologie? Oui, merci de votre question, Raja. Donc, sur l'I3E, moi j'ai téléchargé le rapport Ethics au mois de décembre. Donc, est-ce qu'il a changé depuis? Non, ce n'est pas dans celui-là. C'est parce que ça, c'est lié à l'IA, etc. Il y a par ailleurs le code de déontologie de I3E, FX, qui lui, donc c'est complètement indépendant, quelque chose qui est officiel, voté, qui lui, c'est lui qui a évolué. Donc c'est pas dans. D'accord. C'est Oui. complètement indépendant. Très bien, ben, je regarderai ce point-là. Merci, merci de votre observation là-dessus. Sur votre deuxième question, donc à français, il y a un certain nombre en France, mais alors je suis pas spécialiste de ça, mais donc j'ai rencontré ça déjà, d'organisations professionnelles qui se donnent effectivement des principes éthiques. Voilà, mais donc c'est pas spécifique à l'IA, mais c'est une pratique qui prévaut. Voilà, je sais pas si elle est généralisée à toutes les organisations professionnelles, mais voilà, il y a des principes qui existent. Y a-t-il d'autres questions? Philippe Dambly est parti, c'est dommage. J'aurais bien aimé discuter avec lui. Donc voilà, donc quand on regarde un petit peu les choses de manière statistique, on voit effectivement que les différents producteurs de principes ne sont pas tous homogènes quant à la problématisation des enjeux éthiques. Et que l'articulation avec le droit, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique au H-Leg, puisque donc dans l'exposé de Raja Shetila, il y avait un point sur une planche qui portait trois mots-clés, lawful, fair and robust. Donc voilà, la robustesse, je la vois pas dans tous les cas, puisque c'est peut-être une partie trop spécifique du vocabulaire, mais sur les deux premiers aspects, on les voit bien. Alors, je vais arrêter ça. Bien, je vois qu'il est presque midi, donc je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci encore à Raja Shetila de son intervention absolument passionnante.
Donc, on essaiera de mettre la vidéo en ligne sur YouTube et sur la Dauphine numérique. Les prochaines séances sont pas encore calées, mais je tiendrai au courant de l'évolution du programme. On devrait avoir une séance en avril, mais qui n'est pas calée sur justement les questions d'explicabilité, donc l'aspect juridique, l'explicabilité des décisions algorithmiques avec une présentation d'Olivia Tambou. Je n'ai pas trouvé d'informaticien encore disponible et sur le sujet, mais j'espère pas. Voilà. Merci à vous. Bonne journée et puis à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.